Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie Idée, la sous-émission qui s'intéresse aux grands débats philosophiques et politiques qui nourrissent la réflexion des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, on va parler des animaux dans l'histoire de la pensée politique. Et si je parle d'histoire, c'est parce que la question de savoir comment considérer et traiter des êtres vivants intelligents qui vivent sur notre planète, c'est un questionnement qui remonte à longtemps. Genre, très longtemps. Installez-vous confortablement, nous remontons depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe. C'est parti! Le Prince, écrit par le Florentin Machiavel en 1532, est généralement considéré comme l'un des premiers ouvrages de la pensée politique moderne. Bien qu'il n'ait pas grand-chose à dire sur les animaux, sa théorie politique suggère certaines voies de réflexion à ce sujet. Machiavel fut considéré comme novateur par son approche sur la façon dont les communautés politiques devraient se gouverner. Ici, l'objectif premier du dirigeant n'est pas d'agir conformément à la loi divine ou à des principes utopiques. L'objectif est de s'adapter aux circonstances pour garder le pouvoir et maintenir l'ordre. Qu'il faille être aimé ou craint, qu'il faille paraître cruel ou pieux, peu importe. Donc, il est probable que si l'on avait demandé à Machiavel comment les animaux doivent être traités, il aurait répondu que cela dépend des circonstances. La raison politique n'est ni morale ni immorale, elle est amorale. Au-delà de ces prédictions un peu hasardeuses, le tournant moderne dans la philosophie a eu des implications importantes sur la façon dont les individus de l'époque considéraient les animaux. En effet, le philosophe français René Descartes, souvent surnommé le père de la philosophie moderne, avait des vues assez controversées sur les animaux. Descartes croyait que le monde physique fonctionnait de manière purement mécanique, comme une machine, mais que notre esprit, comment et pourquoi nous pensons, sentons et parlons, ne pouvait pas être compris de cette façon. Pour Descartes, notre capacité à penser, sentir et parler s'expliquait par le fait que nous possédions une âme immatérielle. Donc pour Descartes, bien que les animaux soient aussi faits des mêmes matériaux que nous, comme des organes, des tissus ou du sang, le fait qu'ils ne puissent pas parler devait forcément indiquer qu'ils n'avaient pas d'âme, et donc pas de sentiments. En bref, il pensait que les animaux n'étaient que des êtres mécaniques. Certains penseurs ont établi un lien direct entre la position cartésienne sur la sensibilité animale et les horribles expériences que les animaux ont subies tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle. En effet, on n'hésitait pas à cette époque à découper les animaux vivants pour des recherches scientifiques. Et si quelqu'un demandait naïvement pourquoi les animaux criaient s'ils n'étaient pas censés être sensibles, on leur disait qu'il ne s'agissait pas de cris de douleur, mais de réactions mécaniques non ressenties. Cependant, il faut noter que les positions de Descartes faisaient polémique à son époque, peut-être parce qu'elles s'opposaient un peu trop au bon sens. Néanmoins, la position dominante des théoriciens politiques au XVIIe et XVIIIe siècle était toujours d'exclure les animaux de la justice sur la base qu'il manquait de raison. Et la raison est restée un argument crucial pour les théoriciens politiques, y compris pour les théoriciens du contrat. Les théories du contrat, aussi appelées contractualisme, c'est un courant moderne de philosophie politique qui pense l'origine de la société et de l'État comme un contrat originaire entre les hommes par lequel ceux-ci acceptent une limitation de leur liberté en échange de lois qui garantissent l'ordre, la paix et la justice. Et pour l'un des plus grands penseurs de ce courant, comme Thomas Hobbes, les animaux se tiennent en dehors de ce processus contractuel en raison de leur irrationalité. Comme ils ne peuvent pas participer au contrat, ils se trouvent en dehors de la communauté politique et donc du domaine de la justice. Selon les termes de Hobbes, parce que nous ne pouvons pas passer de contrat avec les animaux, nous sommes en état de guerre perpétuelle avec eux. Alors bien sûr, la raison pour laquelle les animaux ne peuvent pas participer à la formation du contrat n'est pas tant le fait qu'ils ne peuvent pas raisonner du tout, mais plutôt qu'ils ne peuvent pas effectuer le type de raisonnement requis pour le contrat. Mais néanmoins, ni John Locke ni Rousseau ne viendront inclure les animaux dans leur théorie du contrat social, toujours sous prétexte qu'ils n'ont pas de libre arbitre et de pensée autonome. Cependant, le penseur le plus célèbre associé à la valorisation de l'autonomie n'est pas Rousseau, mais plutôt le philosophe Emmanuel Kant. Kant affirmait que les êtres humains possèdent une dignité parce qu'ils sont des êtres autonomes, pouvant exercer un jugement moral et leur libre arbitre. En revanche, les entités qui ne peuvent pas exercer leur jugement moral ou leur libre arbitre ne possèdent pas de dignité et sont donc réduites à de simples choses qui peuvent être traitées comme des simples moyens. Cela ne veut pas dire pour autant que Kant pensait qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire aux animaux. Il pense au contraire que nous devrions leur montrer de la compassion et nous abstenir de toute cruauté envers eux, mais seulement parce que cette attitude aiderait à développer des sentiments positifs envers les autres humains. On retrouve ici le vieil argument médiéval consistant à éviter d'être cruel envers les animaux, non pas par souci de leur bien-être, mais pour les autres humains. Il faut attendre le XVIIIe et le XIXe siècle et l'essor de la pensée utilitariste pour que l'on se réintéresse au sort des animaux.
La préoccupation première des utilitaristes étant la maximisation du bien-être, plusieurs d'entre eux ont affirmé que les animaux méritent justice en raison de leur capacité à ressentir le plaisir et la douleur. La philosophe écossaise Frances Hutcheson a été parmi les premières penseuses modernes à fonder explicitement le droit des animaux sur leur capacité à ressentir du plaisir et de la douleur. Cependant, le plaidoyer le plus important pour les droits des animaux sur la base de leur sensibilité est celui du philosophe britannique du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham. Selon ses mots, les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est pas une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans réparation aux caprices d'un bourreau. On pourrait un jour reconnaître que le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou la terminaison de l'os sacré sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. Un cheval ou un chien adulte est sans comparaison un animal plus rationnel qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. La question n'est pas de savoir s'ils peuvent raisonner, ni s'ils peuvent parler, mais s'ils peuvent souffrir. Bentham a donc séparé la rationalité et l'autonomie de la question de savoir qui mérite justice. Dans le passage qui vient d'être lu, il cite l'exemple des petits-enfants et demande pourquoi nous les jugeons dignes de considération morale et politique. Sa réponse est plutôt simple. Nous ne les incluons pas parce qu'ils sont rationnels ou autonomes, car il est évident qu'ils ne le sont pas. Nous les incluons plutôt parce qu'ils peuvent souffrir, parce qu'ils sont sensibles. Bentham affirme que c'est cette capacité à expérimenter le monde qui fait qu'une entité mérite justice. L'argument de la sensibilité a ensuite été soutenu par John Stuart Mill et plus tard par Peter Singer, dont le livre La libération animale a été déterminant pour revigorer le débat contemporain sur la question animale. Merci d'avoir regardé ou écouté cette émission jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je n'aurais jamais pu faire cette émission sans l'excellent livre de Alistair Cochrane, Introduction aux animaux et à la théorie politique, publié par Palgrave Macmillan dans une série passionnante consacrée à l'éthique animale. Si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner. Et on se retrouve très vite pour la suite.